Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. 1 heure de débat sur l'actualité un petit peu politique et puis quand même sans doute un peu plus largement économique parce qu'il y a quand même pas mal de sujets, pas mal de dossiers à revoir ensemble en cette fin de saison. Bah oui, parce qu'on s'approche de la fin de saison. D'ailleurs, visiblement pour certains d'entre nous, ça a été une année un petit peu compliquée. Il paraît qu'on a besoin de vacances. Ça va être un des thèmes. Vous allez voir ça. C'est parti, c'est Bismart. Donc, c'est Julie de la Sablière qui nous dira pourquoi. Salut Julie, pourquoi elle a besoin de vacances. Année compliquée, donc entrepreneuse, fondatrice de Little Wing. Jérôme Dédéian, salut Jérôme, entrepreneur, mon partenaire patrimoine, et Clément Henrat, qui est lui en vacances depuis un petit moment, prof de fac, prof d'éco à Sciences Po et à la Sorbonne. C'est ça, hein, c'est ça Clément. On démarre. Alors juste avant de peut-être, enfin. Réfléchissez si vous avez un petit commentaire à faire sur l'intervention de Macron hier, mais c'est vrai que depuis le début de la semaine, ça a été mon dada de la semaine, l'histoire belge. Et donc, pour finir le dernier débat de la semaine, j'ai été rechercher en fait un article écrit par Jean-Charles Simon. Alors, à l'époque, il était économiste pour le réassureur Score, il vient nous voir régulièrement. Écrit en 2011, donc sur la Belgique. Donc à ce moment-là, ça faisait plus de 5 ans en fait que la Belgique était sans majorité. Elle était en fait dans la situation dans laquelle on est là aujourd'hui. Et on est au milieu d'une période qui finalement allait durer 541 jours, où il n'y avait même carrément pas de gouvernement. C'est-à-dire, il y avait des fonctions régaliennes qui continuaient à opérer, mais il n'y avait pas à proprement parler de gouvernement. Et donc, Jean-Charles, à ce moment-là, dit on peut commencer à regarder un certain nombre de statistiques, puisque c'est une période 2007-2011. Et donc, dit-il, depuis 2007, les indicateurs les plus conjoncturels, comme par exemple la confiance des consommateurs ou celle des chefs d'entreprise, a priori beaucoup plus sensibles au contexte politique que des indicateurs de production, c'est vrai, évoluent exactement de la même façon en Belgique que dans l'ensemble de la zone euro, avec plutôt moins d'à-coups qu'avant 2007. Et depuis 7 mois, donc on est en 2011, hein, on est quand même, souvenons-nous-en, dans une situation un peu complexe et un peu chahutée pour la zone euro. Et depuis 7 mois, pas la moindre trace de décrochage de la confiance des Belges sur leur situation économique par rapport à ce qui est observé dans les pays qui les entourent. La conclusion, écrit Jean-Charles, semble s'imposer. Le gouvernement belge démontre par son absence qu'il ne sert à rien. J'adore ça. Ah, j'étais sûr, mais toi, t'adores ça. J'adore. L'angle est assez simple. La croissance, elle est liée à la confiance, parce qu'elle est liée à l'investissement et au fait que les gens font des projets. Et pour faire des projets, il faut avoir un environnement stable. Voilà. Et donc, plus c'est stable, même si c'est merdique, si vous me passez l'expression. Non, mais je comprends tout à fait. Plus les entrepreneurs investissent, plus ils voient sur le long terme, plus ils s'engagent, etc. Et donc, il y a un lien direct entre la stabilité réglementaire et le niveau d'investissement et la confiance des entrepreneurs. C'est mécanique, je l'ai constaté en tant qu'entrepreneur tout au long de ma vie, je le constate chez mes clients. Sauf que Jérôme, je vais parler comme Clément, cette stabilité, tu la constates ex post. C'est comme ça qu'on dit, hein, Clément. C'est-à-dire qu'au moment où tu la vis, ouais. Tu ne sais pas que tu vas être dans une situation stable parce qu'il ne va pas y avoir de gouvernement. Qu'il n'y aura pas de réforme. Oui, tu peux estimer qu'il n'y a pas de réforme. Alors, je vais te donner deux exemples. Les États-Unis, où le système avec élection de mid-term fait que souvent on a un Sénat, tu vois, on a décalage, et donc il ne se passe plus rien. On a un président empêché, ouais, absolument. Quand on regarde la longue histoire économique des États-Unis, je ne suis pas macroéconomiste, mais en fait, souvent, les périodes où c'est figé, parce qu'ils se regardent en chien de faïence, avec deux camps politiques qui se neutralisent, sont souvent les périodes où ça va le mieux pour l'économie américaine. Et il y a un autre exemple dans l'histoire récente, qui est le gouvernement Cameron en Angleterre, où Cameron, quand il arrive, il dit « On a une réglementation qui n'est pas parfaite pour nos petites entreprises et nos moyennes entreprises, mais je m'engage à ne pas y toucher. Ouais. » Voilà. Et à ce moment-là, l'investissement des PME est reparti, et il y a eu une espèce de petit âge d'or du tissu économique, entrepreneurial. C'est une vidéo que j'ai fait tourner en boucle, et donc Cameron arrive dans une petite PMI industrielle, il se met devant la caméra, et il dit « What I will do for small businesses is get out of your way. Keep doing the great job. » Et il s'en va. Voilà, c'est exactement ça. Il a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse. Voilà. Bon, il a fait une autre connerie après, mais sinon, il a tenu sa promesse. Clément, ça a été... il y a des études académiques sur
l'absence de gouvernement et leurs effets sur l'économie? Alors, à ma connaissance, il y a vraiment l'économie des institutions qui s'y intéressent, quelques travaux en économie institutionnelle, mais qui en fait sont très portés plutôt sur les pays en développement. À ma connaissance, il y a très peu de travaux sur les pays développés, parce que soit c'est très quelque rare. chose qui est, voilà, c'est pas si fréquent que ça, ou alors comme c'est la norme aux États-Unis, on se pose peut-être pas la même question que chez nous en France, où ça paraît extraordinaire qu'il y ait cette situation. Par contre, effectivement, rien ne dit que les entrepreneurs et plus généralement l'ensemble des acteurs de l'économie finalement n'interprètent pas ça de manière positive, parce que notre constitution est quand même bien faite. Il n'y a pas d'instabilité généralisée. Quelque part, on n'est pas quand même dans un système totalement parlementaire, ça reste un système semi-présidentiel. Et tu parlais à l'instant de l'allocution d'Emmanuel Macron, je crois que c'est très clair. On voit bien que Emmanuel Macron n'a pas choisi de rentrer dans une logique purement parlementaire. On parle parfois d'un ultimatum qui a été lancé aux oppositions. À vrai dire, on n'est pas si loin que ça de la majorité. Moi, je suis assez surpris du chiffre de 289 qui circule tout le temps, parce qu'il n'y a presque aucun texte qui a besoin de 289 voix. Entre les absents et l'abstention, en réalité, les plus gros textes, c'est plutôt 270, 275... 280, c'est même, voilà, par exemple, je sais pas, le mariage pour tous, c'était vraiment un très gros texte, 279, mais oui, mais ils en sont pas très loin. Oui, mais ça, Clément, c'est parce que tu es dans une situation où, de toute façon, les oppositions savent qu'elles ne pourront pas empêcher le texte. Donc, tu affaiblis la mobilisation. Là, tu vas être quand même dans une situation où chacun sait que sa voix compte. Je pense que le travail parlementaire va être beaucoup, beaucoup plus actif quand même. Hein. Mais il sera beaucoup plus actif, ça c'est sûr, que dans une situation où il y aurait une majorité. Par contre, j'écoutais hier, apparemment, il y aurait déjà une dizaine de députés qui seraient convaincus pour rejoindre les 245 députés ensemble. Entre 255 et 270, 75, 80, à mon avis, ce sera peut-être plus facile que ce qu'on croit. Et ça explique peut-être aussi la déclaration d'Olivier Véran. Nous allons construire assez rapidement une majorité absolue. Bon, c'est assez clair comme déclaration, et même si ça peut paraître un peu optimiste comme ça. Ouais, moi, Julie, comment tu vois ça? La déclaration d'hier, je trouve, on attendait un discours de la méthode et on a eu effectivement un ultimatum aux oppositions. Moi, ce qui m'étonne, c'est bon, t'as vu un ultimatum, toi? Oui, les 48 heures, clairement. Enfin, et effectivement, je trouve que le grand absent, quand même, de son discours, c'est sa majorité présidentielle. C'est-à-dire que ce qui manquait, je trouve, c'est quel mandat il donne à sa majorité présidentielle pour aller négocier. Là, c'est effectivement, mettez-nous vos propositions sur la table. Je trouve qu'il prend un risque de se positionner encore dans un régime purement présidentiel, là où, et les institutions de la 5e d'ailleurs le prévoient, enfin, c'est pas du pur présidentiel, c'est un régime qui, selon la pratique du pouvoir... Ah non, c'est même du parlementaire, c'est un régime parlementaire. À la fin, c'est le Parlement qui décide. Jérôme, à la fin des fins, c'est le Parlement qui décide. Le président n'a qu'un pouvoir de dissolution qui a en plus été limité par... Et il me semble qu'il aurait été quand même plus habile de se positionner au-dessus des partis, d'acter le fait qu'il allait falloir faire des lois et gouverner différemment, mais de mandater sa majorité présidentielle pour aller négocier, plutôt que lui aller demander en 48 heures, ou est-ce que, parce qu'évidemment, il se prend une fin de non-recevoir. À la limite, les plus constructifs sont le Rassemblement national, qui eux ont tout à gagner à montrer qu'ils sont un vrai parti de gouvernement et capable de faire des concessions et de se positionner comme des négociateurs. Ce qui est ubuesque comme situation. Mais lancer un ultimatum avec un flingue chargé à blanc, c'est quand même compliqué, quoi. Quand il dit, il sous-entend qu'il ne manque pas grand-chose, d'ailleurs. Il n'a manqué qu'une trentaine de députés sur 570. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et mon programme est validé par l'élection, alors qu'évidemment... C'est un peu... Moi, j'ai été élu, et puis bon, vous avez choisi quand même une assemblée qui n'est pas totalement majoritaire de mon point de vue. Bah, il se débrouille. Moi, j'ai été élu, et la tendance... mais bon, il reçoit les chefs de parti sans sa première ministre. Enfin, encore une fois, il expose directement le dernier jalon, qui est le jalon présidentiel, dans la négociation. Ça me chagrine presque un peu ce que vous êtes en train de me dire. Oui, parce ça veut dire qu'on n'aura pas... Ils sont en train d'essayer de flinguer notre espoir, mais comme il ne se passera rien, on va pouvoir entreprendre. L'absence de gouvernement, je l'ai fait sur l'économie, certes, mais sur la fragmentation politique des sociétés, Cameron, Brexit, moi, tout ce que je vois, c'est... En Belgique, t'as ton taux d'IS à 25%, ça y est, c'est fait, c'est voté. T'évites la guerre civile d'une réforme de retraite, alors donc j'ai découvert depuis 2 jours que c'est même totalement incompréhensible en fait ce qu'il a fait, mais bon voilà, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Globalement, tu as une banque centrale européenne qui fait que voilà, elle est là, elle a dit qu'elle était là, elle sera toujours là, on en redira un mot. Il va falloir qu'elle trouve le bon outil. Non mais le marin que tu es peut se mettre tranquillement au portant, voilà, on va pas non plus... trop border les voiles et on va naviguer tranquillement, quoi. C'est vrai que t'espérais ça, quoi. Ouais, alors, t'espérais ça. Alors, quand même,
ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu es Macron aujourd'hui, avec son gouvernement, et que tu utilises tout ce que la Constitution et la réglementation associée de la Ve République te permet de faire en dehors de la dissolution ultime, etc. Et notamment tout le fait que tu maîtrises quand même pour l'essentiel l'ordre du jour des assemblées, donc c'est toi qui as la main sur ce qu'on met en discussion au Parlement, d'une part. Deuxièmement, tu as quand même des outils de type ordonnance, de type 49.3 qui te permettent de faire des choses et puis de discuter après. Pas le 49.3. Voilà. Tu ne peux pas utiliser le 49.3 dans cette situation. Hein. Là, tu es par terre. Au moins ordonnance. Ordonnance, tu fais des choses, d'accord, et tu discutes après. Et puis, il y a aussi le processus de co-construction mis par Sarko à l'Assemblée, co-construction de la réglementation en amont entre le gouvernement et l'Assemblée. Et donc, toutes ces techniques-là devraient permettre normalement à l'exécutif, dans la situation qui s'ouvre, de dire « Ok, j'ai 5 ans, je ne peux pas tout faire, parce que ça va prendre du temps, ça va débattre, il y aura des amendements, de la guerre, il va falloir que je fasse des majorités ad hoc et tout, mais je me décide que je me concentre sur la réforme A, la réforme B, la réforme C, les trucs vraiment importants. Alors après, chacun met ce qu'il veut, on peut mettre l'hôpital, on peut mettre la sécurité des citoyens, on peut mettre la fin des impôts de production, deuxième couche, on peut mettre la réforme des retraites si on a envie pour ça donner fait partie, des gages. mais la fin des impôts de production avec la relance nucléaire, ça fait partie des 2 décisions où effectivement tu as quand même besoin là, d'aller assez vite. Mais a priori, tu trouves une majorité pour faire ces 2 trucs-là. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut tendre la main, et puis il faut essayer de se concentrer sur ce qui semble vraiment essentiel, mais ça veut dire que pour le reste, à part ces 3-4 gros trucs qu'il va décider de faire dans les 5 ans, on a une petite chance d'avoir une super stabilité, peut-être d'une réglementation merdique qu'on pourrait améliorer si on travaillait efficacement, mais c'est pas grave. Et puis rien n'empêche, si vraiment ça n'a pas l'air d'être quand même tellement son tempérament que d'attendre sans rien faire, que les parlementaires discutent, et qui plus est peut-être pas dans le sens exact de son programme, rien n'empêche de dissoudre une fois par an. Ça fait 5 dissolutions, c'est pas rien, mine de rien. Il peut dissoudre une fois par an ? Oui, il peut dissoudre une fois par an. En soi, c'est la seule. Mais non, mais c'est pas possible, Clément. On tombera une abstention. Non, moi, ce qui me plaît bien, c'est l'idée d'une dissolution dans 2 ans et demi, voilà, et de rentrer dans un cycle de mid-term. Ça, c'est pas mal. Sauf que le prochain président élu dissoudra tout de suite si jamais l'Assemblée ne lui convient pas et il ira faire sauter les mid-terms. Mais parce que ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais ça voudrait dire quand même, je me tourne vers toi Julie, parce que tu étais aux origines de toute cette aventure, ça voudrait dire quand même que le gars changerait radicalement. Je ne sais pas si tu peux changer. Tu vois, tout à coup... je ne sais plus où est-ce que j'ai lu Jupiter devient Héphaïstos, alors il faut il faut replonger dans la mythologie, mais la phrase est belle. J'y crois pas. De toute façon, il y a quand même 22 pays en Europe qui n'ont pas de majorité à leur Parlement et qui fonctionnent en coalition. Je pense que l'affaiblissement, l'ultime de l'affaiblissement des partis centre-droit, centre-gauche qui sont usés par les gouvernements, la montée des extrêmes fait que partout, il va falloir travailler un peu différemment. Je ne suis pas sûre que dans 5 ans, on n'ait pas une configuration qui reste malheureusement proche de celle-ci, c'est-à-dire des extrêmes qui sont assez hauts, une polarisation des opinions et une difficulté quand même à faire fonctionner. Donc, il va falloir qu'il fasse sa petite révolution culturelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et la bataille de la com, parce que si jamais il veut dissoudre, ce sera vraiment en disant regardez, c'est vraiment le bazar à l'Assemblée, moi j'y peux rien, je fais tout pour avancer, les oppositions bloquent, donc donnez-moi une majorité à 30-40 députés près, c'est bon. Vous voyez, je pense qu'à mon avis. Mais ça, il peut pas le faire là dans l'immédiat. Non, bien sûr. Mais d'ici 1 an et demi ou 2 ans, comme tu dis, s'il arrive à gagner cette bataille, comme quoi les oppositions contraignent trop. D'une certaine manière, c'est aussi un enjeu pour l'opposition, justement, de pas, on voit bien, toutes les déclarations, de ne pas s'opposer de manière systématique, parce qu'à mon avis, les Français, fondamentalement, une bonne partie d'entre eux n'aiment pas justement cette idée de refus direct de blocage des institutions et de blocage. Et on voit bien aussi, même des partis qui sont quand même pas les partis qui ont été élus pour trouver des accords avec le pouvoir, que ce soit le Rassemblement National ou NUPES, tous, du Parti communiste à Marine Le Pen, sont quand même au moins en façade dans une démarche de construction, et je pense que cette bataille de la communication, elle est ultra importante. Et tu sais, c'est marrant, je pense à un truc, c'est ce qui nous ramène quand même à notre vie d'entreprise, c'est que, Julie, tu dois l'expérimenter toi aussi avec les grandes entreprises que tu accompagnes. Toutes les entreprises sont aujourd'hui dans l'intelligence collective et dans la co-construction. Là, j'ai assisté, animé à 2-3 grandes réunions de fonctions support, on va dire ça comme ça, et la grande phrase que j'adore, qui est Noël, c'est « plus personne n'est autoporteur ». Plus personne, même, j'en sais rien, on peut citer des grandes boîtes qui vraiment, tu penses, règnent sur leur secteur et peuvent
imposer leurs normes à un certain nombre de fournisseurs, rang 1, rang 2, rang 3, et dire vous allez faire comme ça. Non, c'est fini. Plus personne n'est autoporteur. Personne n'a les solutions tout seul. Exactement. Plus personne n'a les solutions tout seul. Tout le monde a besoin d'aller chercher partout des solutions et de l'intelligence collective et des informations. Et donc, la politique se mette à la page de ce qui est en train de se passer dans les entreprises, c'est intéressant. Ouais. Intéressant. C'est vrai en business, les réseaux d'alliance et la capacité à sortir une offre co-construite avec plusieurs entreprises qui se mettent en consortium. Enfin, c'est le retour du consortium, mais ça se fait évidemment dans des conditions qui sont aujourd'hui quasiment des conditions informelles. Tu mets des équipes en tas. Mais tu vois, même une boîte aussi puissante qu'Airbus, par exemple, qui vraiment tu pouvais imposer les cahiers des charges, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Parce que les solutions sont partout, parce que les réflexions sont partout. Non, c'est bien. Bon, on a fait le tour. Oui, juste un mot sur les retraites, je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus, mais c'est vrai que les deux précédentes émissions, si ça vous intéresse, avec Emmanuel Grimaud et avec Jean-Hervé Lorenzi, donc avant-hier et hier, vous allez retrouver ça évidemment, alors soit en podcast, soit en replay. On a vraiment désossé le truc, j'avoue, je vais encore faire amende honorable, que je ne l'avais pas fait. Un peu... électeur de droite buté, tu vois, ouais, il faut faire la réforme des retraites, ouais, il faut. Et en fait, cette histoire de 64 ans et de 65 ans est purement, alors non seulement évidemment fondamentalement injuste, mais purement incompréhensible. En fait, pourquoi il a balancé ça, bon Dieu ? Pourquoi est-ce qu'on se met dans un corner pareil ? Mais c'est dingue. Alors qu'on a, je ne peux pas faire de technique, mais une réforme Touraine. Bon, on l'a fait pendant 2 jours, t'inquiète pas, on a voilà. Okay, nous emmène déjà ceux qui nous écoutent régulièrement, ça 64 ans et 9 mois. Elle marche toute seule. Ça, voilà. Tu peux l'accélérer un tout petit peu. Voilà, il suffirait de donner un petit coup d'accélérateur, mais c'est peut-être ça qui finira par faire raisonnablement. Un petit coup d'accélérateur sur la réforme Touraine en disant on va prendre 3 trimestres de plus pour tout le monde, puis 6 trimestres, puis 9 trimestres, puis peut-être 1 an en tout. Progressivement, de nouveau, de façon indolore, comme quand tu fais monter la marmite sous la grenouille, tu vois, fais chauffer l'eau de la truc, et puis, mais à la limite du tolérable, entre guillemets, et puis c'est parti. Mais bien sûr. Voilà. Oui, cette fascination pour l'âge légal de départ est un peu étonnante, parce que la vraie question, c'est le nombre de trimestres de cotisation. Mais d'ailleurs, il y a même des propositions pour supprimer tout âge légal et ne définir que le nombre, ou le mettre très bas, et ne définir la retraite que par rapport au nombre de trimestres cotisés. Et avec les systèmes de décote ou de bonus, c'est en fait très facile de moduler quand même le pilotage. En fait, exactement. Et c'est surtout, Jean-Hervé là-dessus était incroyable, Jean-Hervé Lorenzi, mais il n'y a vraiment pas besoin d'en faire un drame national. On était en train de transformer en guerre civile, dit Jean-Hervé, un truc qui est technique, mécanique, qui peut se faire en douceur, c'est fou. Et en plus, la réforme qui avait été proposée était effectivement très technicienne, effectivement. La réforme par points qui était proposée, c'était la première, tu veux dire, portée par Édouard Philippe au début, et qui, sans le Covid, aurait peut-être été adoptée. C'était quand même assez avancé dans les négociations. Écoute, Jean-Hervé, donc c'était quand même compliqué de rentrer dans le détail, effectivement. On était incapable de dire aux Français la valeur d'achat, la valeur de sortie. Lui disait même, allez voir l'émission, donc il est titulaire de la chaire transition démographique, transition économique, donc vraiment, et il dit la vérité, c'est que plus personne, même les négociateurs, ne savaient ce qu'ils étaient en train de négocier sur la précédente réforme. Mais c'est vrai qu'il y avait ce slogan. Chaque euro cotisé donnera droit au même droit, auquel celui-là, tu dois renoncer effectivement. Ouais. Mais tu pourrais presque couper l'herbe sous le pied des démagos en disant vous voulez une retraite à 60 ans ? Ok, moi j'autorise le départ en retraite à 60 ans. On peut. Avec la décote. Mais évidemment, ce ne sera pas le même montant de pension. En revanche, le nombre de trimestres, on continue à le pousser un peu, on accélère. Rien ne dit d'ailleurs que ça ne permette pas d'inclure déjà les carrières longues, puisque mettre un âge légal puis un dispositif carrière longue, finalement, c'est quand même plus complexe que de mettre un âge légal plus bas. Et quand on commence à travailler à 25 ans, de toute façon, on n'a pas la de fait. C'était peut-être un totem pour le coup, et c'était peut-être aussi une manière de savoir qu'il allait pouvoir reculer là-dessus, parce qu'il a commencé très tôt à reculer là-dessus. C'est peut-être un moyen de lâcher du... La vérité, c'est qu'il ne l'avait pas anticipé, personne n'avait anticipé le réflexe vote utile. Il a voulu siphonner Pécresse avec ce truc, et c'est quand même une forme d'irresponsabilité. Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire agiter, tu sais très bien ce que tu agites, que tu ailles jouer à faire un petit peu de politique politicienne, ok. Oui, mais parce que l'électeur de droite qui n'a pas regardé le dossier, qui fait comme toi. Je sais bien, donc je sais bien. Mais c'est une forme d'irresponsabilité. Ça marche, mais tu te le prends après. Exactement. Il a un élément à mettre dans la négociation rapidement parce qu'il sait que c'est pas... Sauf que l'électeur de droite qui finalement après va regarder le dossier, fait, tu t'es foutu de moi mon gars. Non, je pense que ça laisse des traces. En fait, je sais pas. On peut jamais parier sur le fait que l'électeur est bête. L'électeur n'est pas bête. Et donc il y a une intelligence collective. Non, mais il y a une intelligence collective. C'est le sujet des marqueurs dans la vie politique. Le nombre de fois où on a débattu de sujets. Comme sur le RSA.
qu'est-ce que ce sera fait, le travail obligatoire avec le RSA, ça aussi, ça va être un truc. Ça, j'avais compris tout de suite que c'est une connerie, ça. Ça aussi, c'est vraiment un marqueur d'électeurs de droite. C'est ça. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais lu des trucs là-dessus et ça, j'avais compris que ça servait à rien. Clément, on disait d'un mot taux, dette, inflation, Banque centrale européenne en alerte. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même un côté mélodrame. Moi, je pense western. Tu vois, donc alors je vais vous la relire si vous n'étiez pas là, la phrase de Christine Lagarde, mais j'adore. Donc tu as d'abord l'allemande Isabelle Schnabel qui dit l'engagement de la BCE à prévenir la fragmentation de la zone euro ne connaît aucune limite. Et puis tu as Christine Lagarde, ce sera efficace, proportionné, quiconque. Tu as l'impression d'être dans un truc de Sergio Leone, tu sais. C'est ça. Donc ce sera efficace, proportionné. Quiconque douterait de cette détermination commettrait une grave erreur. C'est ça. Donc si tu paries, tu peux faire le trade du siècle contre la BCE, tu seras perdant. C'est ça le message qui est. C'est ça. Alors j'ai quand même un petit sujet là-dessus. C'est que, bien sûr, personne ne peut douter que la BCE est là, qu'elle sera là, etc. Mais il ne va pas falloir trop tarder à expliquer ce que c'est que l'outil anti-fragmentation. Parce que sinon, les marchés vont commencer à s'impatienter. Ouais. Voilà. Et pour le moment, cet outil, quand tu creuses un peu, il n'est pas si évident que ça, parce que tu as les outils qui existent déjà, mais ils ont un problème, c'est que normalement, ils sont assortis de mesures de redressement économique des pays qu'on aide, parce qu'ils divergent. Donc si tu fais du rachat de dette ciblé sur les pays les plus endettés ou les plus vulnérables, sans discernement, c'est déjà pas dans la palette d'outils actuelle. Il faut quand même le faire accepter, tu vois, il faut le créer et le faire accepter. Jérôme. Voilà. Non mais, je sais bien, je te connais. 10 ans après, Stéphane, je t'as te pas connais encore trop. compris qu'à un moment, tu sors le bazooka et tu dis vous allez tous fermer vos gueules. C'est qu'à la fin, c'est comme ça que ça se passe, Stéphane, la Banque centrale. Je te connais trop. Au moment où on a vécu la pandémie, tu disais mais vous inquiétez pas, pourquoi vous vous inquiétez? De toute façon, le stock de dette sera illimité, il sera racheté, etc., etc. Tout ça est vrai. Modulo le fait que quand même on a des institutions, techniquement il faut le mettre en œuvre et que ça peut secouer pas mal, ça peut être un rodéo, si tu parles de western, je vais te parler de rodéo, ça peut être un joli rodéo avant qu'ils y arrivent. Et entre l'effet d'annonce aussi brutal que ça, whatever it takes, c'est le retour du whatever it takes dans la bouche de la BCE, c'est total, ça. Exactement. Et la réalité de l'outil qui calme les marchés, derrière la parole, il va quand même falloir passer à l'acte. Et ce passage à l'acte, moi je le vois pas à 48 heures. Non, ils ont donné rendez-vous en juillet. Ben voilà. Ils ont dit juillet. Faut pas se louper. Clément, un mot là-dessus? Effectivement, on est entré dans une ère où, depuis 2014, le fameux Whatever It Takes de Mario Draghi, on est dans une ère qu'on appelle dans la théorie économique de forward guidance, donc l'idée de guidage des anticipations des agents, des entreprises, des ménages et même des États. Et donc la bataille de la communication est plus essentielle que jamais. Et on est étrangement dans l'exact inverse. Vous connaissez la fameuse phrase de Greenspan du « si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé ». Donc là, c'est exactement l'inverse. On cherche à être transparent, à rassurer les marchés, même si l'outil n'est pas encore déterminé. Sans vouloir être là aussi trop technique, le gros enjeu pour la Banque centrale, c'est d'éviter le cercle vicieux, risque souverain, risque bancaire, puisque dans les pays dont on peut supposer qu'il y a un risque de fragmentation, pays du sud de l'Europe, il y a un double risque souverain de dette publique et risque de faillite des banques, ou en tout cas vulnérabilité plus grande des banques par rapport aux grands établissements bancaires français, allemands, etc. Donc la BCE, il ne faut pas oublier qu'elle a les deux missions, la mission de stabilité financière dans le cadre de l'union bancaire, et là il y a pas mal d'outils qu'elle peut mobiliser, conformément d'ailleurs au traité, et elle peut utiliser et interpréter d'ailleurs l'union bancaire pour en fait vraiment limiter le risque bancaire. Bon, quant au risque souverain, effectivement, on a déjà contourné un peu indirectement la monétisation de la dette qui n'était pas autorisée. On a déjà aussi un peu contourné les règles qui supposent que quand on favorise un État par rapport à un autre, on crée de l'aléa moral. Enfin, évidemment, un État n'est pas incité à avoir des finances publiques saines. Je pense qu'effectivement, les banques centrales dans le monde entier savent interpréter les traités de manière suffisamment large pour qu'il n'y ait pas trop de barrières institutionnelles. Par contre, effectivement, quand Christine Lagarde parle de cet outil anti-fragmentation, moi, à titre personnel, je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait vraiment inventer qui n'existe pas déjà sous une forme ou une autre. Ça peut être... juste tu remets en place l'outil, ça pourrait être le paquet Covid. C'est ça. Et puis tu vends du Boon et tu achètes du 10 ans italien. Voilà, donc normalement tu n'as pas le droit de faire ça, mais tu sais quoi, on va le faire quand même. Et voilà, au revoir. Tu vois, c'est ça à la fin. Alors sauf qu'il y a quand même un point de fuite ultime d'une opération comme celle-là, c'est qu'à un moment, cette aléa morale, il faudra le supprimer. Et si on dit, la première partie d'émission, quand il n'y a pas de gouvernement, tout se passe bien, il va falloir arrêter de vivre dans la fiction qu'un État
émettre de ces finances publiques et il va falloir mutualiser la dette au niveau européen si on veut que le système fonctionne et qu'on supprime cette aléa morale et qu'on devienne un truc avec monnaie unique, zone euro, monnaie unique, et politique budgétaire. Oui. Sachant que les Allemands ne voulaient pas de ça pour la même raison de l'aléa morale. Ils ne voulaient pas à l'époque. Mais bien sûr. Si on a la même dette publique que les Italiens, les Espagnols, etc., ils ont emprunté à un taux plus bas, ils vont pas être incités à faire des efforts sur leurs finances publiques. Nous, on est vertueux, pas eux. Donc il y avait déjà ce problème d'aléa morale, mais qui est. Il faut qu'on apprenne à dépenser moins et les Allemands à dépenser plus. C'est plus les mêmes Allemands. C'est plus les mêmes Allemands. Voilà, c'est plus les mêmes Allemands. Ils sont eux-mêmes confrontés à des problèmes profonds. Bien donc, sûr. aussi. Et Julie, tu as remarqué, ça aussi c'est quand même très intéressant, dans le cadre un peu macro, la grève sectorielle en Grande-Bretagne. Oui. Parce que j'étais en Grande-Bretagne et du coup j'ai vu. Ah, c'est pour ça. Parce que tout à coup, elle me dit il faut parler de la grève des transports britanniques. Je lui dis mais pourquoi ? Et en fait, c'est très intéressant. 40 000 grévistes, donc plus grosse grève des transports depuis 30 ans. C'est ça, et la plus importante sectorielle en Grande-Bretagne depuis 89. Exactement. Et c'est énorme. Ils demandent effectivement des augmentations de salaire, évidemment, de 7 à 8 points. Je crois que c'est les réseaux qui sont publics en Angleterre et les opérateurs privés sont aussi en grève. Et globalement, ils sont en train de commencer à dire... les côtés opérateurs, ils annoncent 3 à 4% d'augmentation, mais en disant qu'il y aura des suppressions de postes. Parce qu'on ne pourra pas tuer l'inflation. Boris Johnson appelle à la modération salariale. Et là, les syndicats de l'école sont en train d'annoncer qu'ils vont se mettre en grève. On attend une inflation, je crois, qui sera plutôt au-dessus de 10 en Angleterre. Et la contagion, a priori, elle est probable, quoi. Voilà, c'est ça. D'autres une fois, c'est pas la France qui est en grève en premier. Oui, mais... Oui, très juste. Et du coup, ils vont se retrouver effectivement dans une situation où on sent que tout va... Et pour l'instant, donc, à Londres, dans Londres, effectivement, ça se sentait, parce qu'on disait qu'il y a 27% de piétons en moins dans Londres de circulation, etc. Tout le monde en télétravail, c'est là où le télétravail quand même change la donne, jusqu'au jour où je pense que tout ce qui est logistique se mettra en grève. Et là... On a un vrai sujet. Non, mais c'est le sujet social duquel on est, nous, un tout petit peu préservé. On le rappelle, on a, grâce au bouclier énergétique, une inflation qui est en moyenne 2 fois moins importante que dans les autres pays de la zone euro. Voilà. Mais ça peut secouer chez nous aussi. Et qui est prévu à la baisse l'an prochain, étrangement, même un retour à la normale dans certaines prévisions. Je te redonne la parole, mais parce que j'ai trop aimé ça. Jean-Hervé Lorenzi, encore hier, qui était très très bonne humeur. Et quand je lui demandais alors comment tu vois les choses et tout, il se penche vers le micro et fait... La vérité, on vous ressortira ça, d'ailleurs je l'enverrai sur les réseaux sociaux, c'est trop bon. La vérité, c'est que tous ceux qui font des prévisions sont des escrocs. On n'a pas le début du commencement d'une queue de cerise sur ce qui va se passer. Bien sûr. Il donne du crédit à la phrase de Keynes. Si l'économie a été inventée, c'est pour donner du crédit aux météorologistes. Aux astrologues, il disait. Aux astrologues. Et on a une BCE qui monte les taux tout en sachant que c'est pas ça, c'est pas le sujet complètement. C'est plus un sujet de taux de change qu'un sujet de mais ça en fait partie. Un problème de Green Fashion, mais bien sûr, il faut ça en fait partie. Voilà, on l'explique. À partir du moment où on est sur une crise d'énergie qui se paye en dollars, il faut essayer de maintenir le taux de change parce que sinon, le dollar nous coûte de plus en plus cher. La vraie question, c'est que s'il n'y a pas un ralentissement, un retour à la normale sur les prix des trucs qui font flamber le portefeuille des ménages, on a un risque de transmission de colère, quoi. Et clair. Et donc, les Anglais, souvent, ce qui traverse le Channel, c'est pas toujours des bons trucs. Ils nous ont envoyé leurs vaches folles. S'ils pouvaient éviter de nous envoyer leur grande grève, ça nous obligerait. Voilà. On sent le marin, tu sais, amoureux de la perfide Albion, là. Voilà. Non, un mot, on va dire grand groupe agroalimentaire, je ne vais pas le citer quand même, mais grand groupe agroalimentaire producteur et distributeur, qui disait, franchement les amis, quand on regarde nous, nos coûts de production aujourd'hui en France, vous n'avez rien vu sur les répercussions qu'on va être obligé de faire. Je peux te donner un exemple, tu sais, ma boîte de confiture, excuse-moi, mais c'est toujours pareil. Bon, nous, on a inflation du fruit généralisée, alors parce qu'on augmente la qualité, mais on se prend un choc complètement dingue, il n'y a pas de main-d'œuvre pour cueillir, etc. 150% sur les contenus, donc verre, emballage, capsule, étiquette, etc. Tu prends 50% sur les fruits, et là, soit tu écrases tes marges, soit tu montes tes prix. Tu n'as vraiment pas le choix. Voilà. Et le moment d'écrasement des marges touche à sa fin, quoi. Exactement. Et il y a un moment où ton prix psychologique, tu te demandes si ça va pas faire baisser tes ventes. Quoi. Tout à fait. Et c'est là que Jean-Marc Daniel dirait il faut plus de concurrence pour faire baisser les prix. Ouais. Mais oui, enfin, je suis pas sûr là. Pas sur un produit ultra premium. Sur un produit ultra premium, ton sujet c'est de maintenir ta qualité, c'est pas de dégrader ta qualité pour produire moins cher. Trouver des gens pour ramasser dans les champs. Jean-Marc, mon héros, qui me disait quand même il y a 3-4 ans, l'inflation a disparu pour l'éternité. Aura-t-il raison? On saura. Je veux dire, à partir de quel moment est-ce qu'on dira que ça y est, elle est vraiment là et qu'elle Bon allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant.
On repart donc, grosse fatigue. Donc Julie, année usante. Non, l'année a été plutôt bonne, mais je suis quand même fascinée dans ce pays à quel point les vacances d'été sont un moment important. Je te le confirme. Et 2020, crise Covid, etc. On se retrouve à chaque fois 2020-2021 avec 2 étés où en fait la vie reprenait son cours comme si de rien n'était. Et je pense que cet été sera assez tendu. En fait, par les pénuries de main-d'œuvre qui sont un peu partout. Dans l'hôtellerie-restauration, c'est une catastrophe. Tout le monde cherche des solutions pour employer des gens partout. Les transports aériens il manque 500 personnes pour checker les bagages et faire la sécurité à Orly, Roissy, les grèves chez Ryanair, etc. Donc je pense qu'en fait, cet été, on va voir des choses très concrètes qu'on ne voyait pas les étés précédents, où on avait l'impression de vivre tout d'un coup sous cloche, malgré des années, pour le coup, difficiles avec les confinements, la crise, etc., et des situations économiques bien plus tendues. Et à mon avis, c'est cet été-là qu'on va ressentir, en fait... Alors, tu le dis déjà énervé, en fait, déjà tendu. En fait, il va falloir... Non, mais je viens d'y penser, là, en t'écoutant. Il va falloir, notamment dans les cafés-restaurants, qu'on soit quand même beaucoup plus zen avec les gars qui nous servent. Il va falloir être patient. Et zen, zen quand même. Hein. C'est des héros, en fait. Ça a commencé l'été dernier. En fait, premier été où ça rouvre, d'accord ? Tous les clients adorables dans le retail. C'est vraiment les témoignages qu'on a. Hein. Donc les gens contents d'être là, mon café arrive froid, c'est pas grave, etc. Vraiment, nickel. L'été dernier, on a commencé à avoir des comportements agressifs de clients de retail. Et donc je pense que là, tout le monde est tu vois, sous-staffé, cran, là, et que tu vas rencontrer pénurie de main-d'œuvre, mauvaise formation, parce que tu vas prendre des jeunes que tu vas former vite fait. Et c'est quand même un métier, tu vois, il y a un peu de développement de savoir-faire et tout, et des clients qui sont sur les nerfs. Et donc, il va y avoir un sujet. Vous avez raison, les gars. Le truc qu'on peut délivrer comme message, c'est chacun de nous, à titre microéconomique, doit essayer d'avoir un comportement irréprochable en tant que consommateur pour éviter que ça parte en vrille dans les restos, dans les hôtels, dans les boutiques de retail, etc., chez les opérateurs de tourisme et tout. Tu sais ce qu'on va faire ? On va venir avec notre café et on va le payer quand même. Et tu sais quoi, on l'échange, je veux bien, mais on l'échange contre départ du resto, d'accord ? Mais tu vois le truc, c'est dingue, hein ? Attends. Tu vois, c'est ça Clément, le capitalisme. Voilà. Là, tu as l'incarnation, le maître étalon du capitalisme. Mais après, tu peux faire une fondation, tu peux donner du pognon à des causes, etc. Mais il faut quand même commencer par générer du pognon pour pouvoir l'orienter là où tu penses qu'il a une utilité. Non ? Moi, je ne sais pas orienter de l'argent que je n'ai pas. Oui, mais là, pour le coup, il a de l'utilité dans le café, Non, mais bien sûr. Le pognon. C'est pas un service à lui rendre. C'est pas un service à lui rendre. Il faut qu'il apprenne à faire un effort pour être rémunéré pour son travail. Enfin, n'importe quelle entreprise. Non, mais là, tu touches sur ce qui est un des vrais sujets de l'économie française désindustrialisée, c'est que le gain de productivité, ça y est, tu touches à la limite. C'est-à-dire, tu peux pas servir 4 cafés si t'as pas 4... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment, c'est pas possible. C'est comme faire les lits dans les hôtels, à un moment, physiquement, ça s'arrête. Je crois qu'aux États-Unis, il manquait 25% d'effectifs dans les hôtels. Donc, il y a un moment où, évidemment, le service n'est pas là. Tu peux pas être à 3 étages en même temps, quoi. Voilà. Il y a un distributeur à Carnac qui vient d'investir dans une super machine qui permet d'avoir des huîtres, tu vois, un distributeur d'huîtres. Voilà. C'est vrai, ça. Mais ouais. Et alors, il est sur une zone de trafic et il dit, je vais continuer à vendre des huîtres même quand je peux pas ouvrir parce que j'ai pas de gars pour tenir. Et donc, c'est quoi ? C'est la bourriche qui est au frais emballé, 2 douzaines. Il faut les ouvrir quand même, elles sont pas ouvertes. Tu mets ta carte bleue. Ah oui, elles sont fermées, elles sont trucs avec leurs algues, etc. Ouais, voilà, c'est ça. 2 douzaines par 2 douzaines. Mais il va demander de l'equity sur le parc à huîtres. Non, lui, il est malin, c'est les algues. Il aura toujours besoin des algues. Voilà. Tu as besoin de 10 douzaines, tu mets ta carte bleue, ça te sort 5 bourriches. Voilà. Comme pour les baguettes, fut un temps. Ouais. Mais il fut un temps, ça existe encore, un peu, je crois. Et on va finir. Et je pense qu'on va avoir une petite accélération. Alors, je ne suis pas spécialiste du retail et tout ça, mais on va peut-être avoir une petite accélération dans la robotisation du retail. Mais en tout cas, c'est intéressant, ça. Qui va avec est-ce qu'il vaut mieux être livré en 3 heures avec tout le bordel logistique que c'est, ou est-ce qu'il vaut mieux sortir de chez soi avec sa poussette à marcher, tomber devant une vitrine vide, mais avoir un distributeur ? Tu vois ? Et je pense que les deux sont complémentaires, et peut-être qu'on va aussi avoir un shift là-dessus. Voilà. Pas sur tous les produits, mais pas dans toutes les zones et tout. Non, ça me fait rêver comme truc, parce que le commerce de proximité, c'est... Bon, mais franchement, faire la queue, c'est insupportable. Voilà, je le dis comme ça, j'ai beaucoup de mal. Et donc là, tu règles aussi ce problème-là, tu vois.
tu respectes ton commerce de proximité et tu n'as pas quand même à poireauter 20 minutes. Et puis quand tu es là, tu souris au client. Puis quand tu n'es pas là, il voit ton sourire en photo. Non, mais tu vois, ta présence est toujours là. Je me demandais, parce qu'on parlait, tiens, transfo, etc. et tout, fin d'année pour toi, Julie, c'est quoi qu'est-ce qu'elles te demandent, les entreprises, en termes de com, de transfo, de ce que tu leur apporter comme service, justement, aujourd'hui? Moi, j'ai quand même beaucoup de sujets autour de la transformation durable, donc le sujet des engagements sociaux, environnementaux, et comment on communique dans un moment où quand même le greenwashing devient de plus en plus détecté, c'est ça. accusé, etc. Et là, c'était intéressant, notamment dans la finance, où il y avait déjà, évidemment, les activistes, les Oxfam, les Reclaim, etc., qui mettaient beaucoup de pression, les assemblées générales dont on a vu comment elles se sont passées, etc. Et en fait, maintenant, un certain nombre d'anciens Head of Sustainability, responsables de développement durable interne, qui commencent à balancer. Donc Désiré Fixler, on l'a vu chez Deutsche Bank Asset Management. Et je me dis, pour les... Qui commencent à balancer quoi? Qui commencent à balancer du greenwashing? Qui sortent et qui disent, en fait, on fait rien. Engagement. On fait du faux. Je trouve que ça met un petit niveau de pression supplémentaire. Et ça, je pense que... Deutsche Bank. Alors, d'ailleurs, c'était la filiale Deutsche Bank, c'était AWS. DWS, c'est DWS, voilà, c'est ça. Pour greenwashing en Allemagne. Donc je pense que la pression en tout cas monte encore, et c'est vrai que par rapport aux allégations de ce qu'on est capable de raconter, etc., là, oui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont en train de remettre complètement à jour la manière dont elles communiquent sur ces sujets, parce qu'on sent bien que ça y est, surtout beaucoup plus de vigilance. Attends, juste une question à Julie, parce que moi aussi je suis ça quand même de très près. Je ne crois pas qu'il y en ait tant que ça des boîtes qui s'amusent à communiquer n'importe quoi sur ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je parle de grosses boîtes, hein, évidemment, Julie. Je ne crois pas qu'il y en ait tant que ça. Quand même. Ah ouais, c'est vrai. Je vais tomber de haut. Ça va être comme pour les retraites. C'est comme pour les retraites, je vais me réveiller, je fais merde, on m'a pris pour un con. Non, quand même. Mais parce qu'il y a aussi un sujet de référentiel commun, de quoi on parle, etc. Oui, parce que, attention, si on parle de, notamment, ce grand sujet passionnant d'investissement des banques dans les fossiles, par exemple. Je ne crois pas du tout que ce soit du greenwashing, ça. Je veux dire, si tu investis dans Total aujourd'hui, qui est en pleine restructuration, plutôt que du côté d'Exxon, qui est sur une toute autre logique et qui ne va pas du tout investir dans les renouvelables, etc. Non, c'est ce fameux terme d'impact, c'est-à-dire tu investis là où tu peux avoir un impact. On est d'accord. Mais il y a un grand flou quand même. Enfin, tu ferais un sondage pour savoir les gens qui achètent de l'ISR, est-ce qu'ils savent que l'ISR va dans Total ? Je pense que non. Donc il y a aussi un effet de perception qui est qu'est-ce qu'on me vend derrière tous ces produits durables, où je pense qu'il y a un grand flou. Ouais. Donc il faut une grosse opération de transparence. Il y aura une grosse opération de transparence, et il va falloir expliquer effectivement pourquoi il y a des enjeux de conversion qui sont hyper importants et qu'il faut soutenir certains... Qui sont les plus importants. Mais oui, bien sûr. Ça porte un nom en technique de gestion d'actifs, c'est best in class versus best in universe. Je sais. Voilà. Bon. Et donc, le best in universe avait la cote, le best in class n'avait plus la cote. Donc pour dire, le best in universe, c'est-à-dire je n'investis que dans les petites fleurs. Dans des boîtes qui n'ont pas d'empreinte carbone. Voilà, tout va bien, tout est merveilleux. Etc. Et le best in class, c'est j'ai besoin d'investir dans les pétrolières, mais je vais prendre plutôt Total que Exxon. Mais attends, pourquoi j'ai besoin d'investir dans les pétrolières? Parce que le monde a besoin de pétrole, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est ça, je suis responsable en faisant ça. Parce qu'il y a un cas économique d'investissement rentable, de sélection de valeur, etc. Et en fait, moi, je pense que l'ISR, historiquement, j'ai évidemment suivi ça dans toute ma carrière dans les services financiers depuis des dizaines d'années, l'ISR a toujours... était pénalisé par le fait qu'on mélangeait le E, le S et le G, pour la faire courte. Donc l'environnement, le social et la gouvernance. Les trois sujets sont importants, mais désormais, il va falloir être très précis sur chacun des trois sujets. Et typiquement sur le E, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas l'empreinte carbone de Total. Ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire de l'empreinte carbone de Total. Exactement. Sauf que, au lieu de payer les armadas de consultants qui ont chacun leur méthode différente, etc., il va falloir mettre de l'intelligence artificielle dans le calcul. Il va falloir normaliser le travail, utiliser de la data, etc. Et il y a des boîtes qui font ça. Il y en a une dont je suis modestement actionnaire qui s'appelle Carbometrics, qui est une boîte qui permet à moindre coût d'avoir une vision normalisée des émissions carbone d'une boîte en aspirant des données. Oui, mais là le boulot, c'est boulot comptable à l'échelle européenne, il avance vite. Ça y est, là, donc le Parlement a voté l'obligation de reporting, qui est un peu un vote inutile parce que énormément de boîtes le font, mais, me dit Julie, énormément de boîtes le font
Voilà, en mettant pas mal de trucs sous le tapis. Les normes arrivent l'année prochaine, tu auras des normes comptables type IFRS, et là, tu ne pourras plus rien mettre sous le tapis, quoi. Oui, et puis l'investisseur et le consommateur, parce que les deux, c'est les deux moyens de pression qu'on a sur les boîtes. Bien sûr. Vont demander de la data fiable, avec une pérennité du mode de calcul, pour regarder la trajectoire. Oui, et les talents, hein, parce que tu vois, les étudiants de grandes écoles qui aujourd'hui balancent des questionnaires aux boîtes et leur demandent des comptes, etc. Ouais. Enfin, le sujet du recrutement, alors, je pense que c'est crucial pour ces boîtes-là. Et ça revient au deuxième sujet qu'on va traiter dans des questions, qui est le capital humain, c'est l'investissement dans le capital humain, où on sent bien que c'est le deuxième gros sujet de préoccupation des entreprises en ce moment. C'est intéressant que tu parles du rapport de France Stratégie sur que les entreprises doivent changer dans la manière dont elles recrutent. Attends, je vais le donner. Donc, effectivement... non, alors parlons-en. On n'aura pas le temps de parler de tout, alors, mais c'est pas grave. Mais parlons-en. Effectivement, donc, point de vue. Alors, j'ai deux choses d'ailleurs. J'ai le point de vue de France Stratégie, et puis j'ai ça, je vous l'avais pas donné, vous l'avez peut-être vu ce matin, le rapport de la Cour des comptes sur l'apprentissage. Là aussi, je tombe de haut quand même. Alors, je vais très très vite sur le rapport de la Cour des comptes sur l'apprentissage. Je ne sais pas si tu as vu ça, Clément. Donc, on s'est félicités tous ici du million d'apprentis. La vérité, en fait, nous dit la Cour des comptes, c'est qu'il y a eu un effet d'aubaine magnifique. On a balancé en apprentissage avec des primes de 5 à 8 000 euros des gars qui étaient Bac plus 3 ou Master. Qui n'avaient de toute façon aucun problème d'intégration dans l'entreprise. Mais en faisant ça, tu as changé l'image de l'apprentissage. Mais pas du tout, en fait. Mais si. Attends. Bien sûr. Tu rates totalement l'objectif, en fait, d'intégration des sous-qualifiés. Voilà. Et ça te coûte 4 milliards et demi. Alors, si tu veux changer l'image, moi, je préfère donner 4 milliards à Little Wing pour changer l'image d'un truc, si tu veux. Tu vois. Je suis pas sûr d'être complètement d'accord. Vas-y. La première raison, c'est que tu peux être diplômé de l'enseignement supérieur et être sur le carreau. Ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, cette filière... non. Si. Bon, d'accord, mais cette filière d'apprentissage, même si ça a recyclé des Bac plus 3, elle nous donne quand même de la main-d'œuvre employable, c'est-à-dire qui a vécu une expérience professionnelle, qui sait ce que c'est que la vie d'une boîte, qui sait évoluer dans une équipe. Mais les mecs en master, ils sont tous en stage, je le sais, il se trouve que... Oui, ils trouveraient des stages. Voilà. Ils trouveraient des stages, bien sûr. C'est du pur effet d'aubaine. Non, il y a aussi le fait que c'est un moyen de dynamiser un sujet qui est assez crucial en France, qui est celui de la formation, parce que du coup, il y a une floraison d'écoles qui proposent leur contrat de cursus d'apprentissage, etc. Et peut-être que ces écoles-là, un peu spécialisées, tu vois, souvent montées par les secteurs et tout, sont plus efficaces que l'éducation nationale ou que l'enseignement supérieur classique. Clément, je crois que tu m'en avais parlé. C'est alors toi ou alors Jérôme Matisse, prof d'université comme toi, qui avait senti un peu le truc, qui avait vu effectivement des gars en master partir en apprentissage. Et, tiens, c'est bizarre. Pourquoi ? Alors, cela étant, c'est vrai que la Cour des comptes, c'est toujours un peu l'oiseau de mauvais augure. À chaque fois qu'il y a un truc, paf, le rapport de la Cour des comptes derrière qui dit non, rien ne s'est passé comme. Malheureusement. Non, je pense que de toute façon, chaque mesure, il y a un effet d'aubaine. C'était vrai pendant le Covid, on pourrait prendre 50 exemples. C'est vrai. Moi, je suis assez d'accord avec Jérôme. Oui, avec Jérôme et avec Julie. Honnêtement, bien sûr qu'il y a des effets d'aubaine, mais effectivement, il y a quand même des gros besoins sur des métiers qui, pour l'instant, n'ont pas toujours de main-d'œuvre. Il y a un mauvais appariement sur le marché du travail. Les entreprises semblent dire, dans tous les reportings que fait Pôle emploi ou d'autres instances, qu'elles ne trouvent pas un certain nombre de candidats à des postes, alors c'est sûr, pas des postes qui devraient nécessiter un niveau master, mais enfin des postes qui, grâce à l'apprentissage, peut-être sont pourvus. Franchement, j'ai envie de dire, c'est pas tant. Bon, d'accord, ok. Alors, c'est pas tant remonter le moral. Et pas tant d'effets d'aubaine que ça. C'est pas tant d'argent que ça, 4 milliards et demi, camarade. C'est 4 milliards et demi. La BCE est là. Je vais donner un exemple. 4 milliards et demi. Non, je rajoute, il va falloir. 4 milliards et demi d'effets d'aubaine total. C'est 4 milliards et demi. L'enveloppe totale. Bah oui, mais enfin, alors j'ai plus la proportion en tête, mais il doit y avoir 3 milliards d'effets d'aubaine. Et il va falloir rajouter, il va falloir recapitaliser France Compétences. Et non, il va falloir rajouter 3 milliards là-dedans. Vas-y. Un exemple, assure-moi un projet AMUP, créé par les professionnels. C'est quoi AMUP? Je sais pas ce que c'est. Assure-moi un projet. Ouais. D'accord, c'est une filière d'apprentissage créée par la profession du courtage d'assurance qui avait besoin de ressources, qui n'arrivait pas à recruter, etc. Et qui fait un carton. Qu'on soutient, on est un certain nombre de courtiers autour de la table. Et avec des Bac plus 3 et des masters. Etc. Et là-dedans, tu as tous les cycles de professionnalisation avec plus ou moins diplômés. Et ça permet vraiment de donner de la main-d'œuvre qualifiée qu'on est capable d'employer. Et il y a quand même pas mal de laissés pour compte des quartiers, etc., qui rentrent dans ces filières-là. Non, et j'avoue sans doute qu'il devait y avoir aussi un sujet de simplification.
Sans doute, j'en sais rien, mais le ministère du Travail n'a-t-il pas voulu mettre des effets de seuil, des sorties en sifflet, des trucs comme ça. Le problème, si on veut que ce soit très efficace tout de suite, il ne faut pas mettre un formulaire CERFA de 15 pages sur chaque apprenti. Je suis prêt à te parier qu'il va y avoir poursuite de la floraison d'écoles spécialisées, sectorielles, etc., qui vont progressivement devenir très très importantes dans le paysage de la formation professionnelle. Mieux vaut mettre de l'argent là pour mettre sur l'enseignement supérieur. Sur quelque chose de totalement inefficace ailleurs, finalement. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est bien. On l'a convaincu. Oui, ça va. Enfin, pas tout à fait, mais ça va. Et donc, difficulté de recrutement, effectivement, France Stratégie. Alors, il n'y a pas la méthode de la Cour des comptes. France Stratégie, c'est pas non plus la même chose. C'est du côté des entreprises, écrit France Stratégie, que se situe l'essentiel du problème, à savoir la gestion des ressources humaines, la qualité du management, la réputation de l'entreprise, la psychologie de son patron et les conditions de travail. Un effort ciblé sur les métiers en tension pour augmenter le nombre de personnes aptes à les occuper reste indispensable. De manière encore plus importante, les actions devraient reposer sur un échange personnalisé avec le chef d'entreprise. Ouais. Mais en fait, moi je vais dire ça avec un exemple assez simple. Souvent, quand une boîte n'arrive pas à recruter et se plante, dit je trouve pas, etc., par exemple un ou une responsable de paye, souvent le problème est chez le DRH ou la DRH. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'entretien avec le patron que je vais avoir qui ne va pas. Et donc il y a un moment où si tu veux que les gens viennent te voir, il faut qu'ils se rendent compte que l'équipe est accessible, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ne seront pas un numéro, il faut qu'ils se rendent compte qu'on travaille, qu'on est une entreprise en réseau. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Et je pense que les entrepreneurs connaissent ça très bien quand ils sont à la tête de TPE ou de PME, ils sont en prise directe. Non, parce que... Mais dans les grosses organisations, c'est plus compliqué. Non, mais attends, les petites, Jérôme, tu sais, il faut reposer, c'est la question, la falaise démographique, elle existe aussi pour les chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, assez majoritairement à la tête des PME et des TPE, tu as des types qui ont très largement plus de 50 ans, 60 ans. D'ailleurs, on va avoir un vrai sujet au moment où ces gars vont se barrer. Au moment où ces gars vont se barrer. Ils ont vécu tous dans un environnement où en fait c'était eux qui avaient l'offre et la demande était en face. Et tu renverses complètement le truc. Ouais. Il faut renverser le mindset dans lequel tu as vécu pendant 30 ans. Managérial, il y a un pivot dans le fonctionnement des équipes et de la boîte, je suis d'accord. Y compris sur le marché du travail, parce que plus on s'approchera du plein emploi, pire ce sera. Ah mais évidemment, maintenant c'est moi la demande et c'est eux l'offre. Tu veux que je te donne un message d'espoir c'est très lié avec un de mes combats qui est l'actionnariat salarié. En fait, tu vois, un patron autocrate dictatorial à tendance autoritaire, qui a toujours dirigé d'une main de fer et qui était habitué à dire je prends pas les candidats, etc., et qui dirigeait et tout. Tu peux pas imaginer même des cinquantenaires, donc des gars de mon âge, des filles de mon âge, qui arrivent et qui disent il faut que je change mon modèle, il faut que j'ouvre, il faut que je donne la donnée, il faut que je partage la stratégie, il faut que chacun puisse réagir, il faut qu'ils aient les chiffres de la boîte, etc. Et ça se termine très souvent par une opération d'ouverture du capital avec des gens qui disent, et ça c'est la grosse fatigue, j'en ai encore pour 10 ans, j'aimerais bien lever un peu le pied quand même pendant ces 10 ans parce que je me rends bien compte c'est maintenant que je suis en bonne santé que je peux faire du bateau. Donc je veux m'occuper de ma boîte. Mais ça c'est quand ils ont monté des boîtes à marge colossale comme RS, tu vois. T'en as qui disent, je ne répondrai pas à cette provocation. Il y en a qui disent, même je n'y arrive pas et donc c'est mon équipe qui va m'aider à le faire. Et en fait, moi j'en vois, mais en caisse palette, des gens qui sont en train de changer et qui sont prêts à aller jusqu'au bout de la transparence de leur compte, ouverture de leur capital et dire comment est-ce qu'on peut mieux faire, associer les gens à la décision, travailler en réseau, mettre l'intelligence collective autour de la table. Ça existe de plus en plus. Je ne dis pas que c'est un cas général, je dis que j'en vois plein. Voilà. Et que je le regarde bien plutôt qu'à une boîte du CAC, parce que c'est plus sympa de travailler pour ça. Ouais, je pense que ça va être le gros sujet, je pense, là, dans les mois ou l'année à venir, de se dire comment les boîtes font cette révolution-là, comment elles avancent sur les sujets d'organisation du travail. Tu vois, aux États-Unis, il y a une étude du Pew Research Center là, qui dit qu'il y a 60% des salariés qui peuvent télétravailler souhaitent le faire. Ouais. Quand ils ont l'option ouverte. Et notamment, toutes les catégories, évidemment, les femmes, les minorités aux États-Unis qui sont mesurées, préfèrent tous. Plus un énorme problème qu'ils ont identifié aux États-Unis, qui est qu'en fait, en remote, en télétravail, beaucoup de gens ont pris 2 travails. En fait. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire en 20 heures le premier travail, ils ont pris un deuxième, donc ils ne veulent pas retourner au travail. Donc il y a vraiment un rapport qui est en train de changer. Excellent, ça. Bien sûr. C'est génial. Qui est vraiment en train de changer. Et tu vois, en Angleterre, qu'on teste avec les universités anglaises et américaines, je crois qu'il y a Oxford, Cambridge dans l'expérimentation de la semaine de 4 jours. On est vraiment en train de j'en ai beaucoup parlé ici, je l'ai encore en tête. Statistique, alors je ne peux plus te donner l'origine de la statistique, mais elle était ultra fiable. Donc en Grande-Bretagne, le télétravail a augmenté de 8% la population active féminine.
Spectaculaire, hein. Spectaculaire, bien sûr. 8% de la population active féminine, absolument. C'est intéressant de voir ce que ça fait sur la croissance, ça justement. Mais c'est ça. Ah ben, ça, c'est vrai qu'on a une chance inouïe d'enfin prouver avec des chiffres que quand tu augmentes la quantité de gens au travail, tu augmentes la richesse. Ouais, ça. ouais, Et j'espère que ça va se produire, parce que sinon, là, moi, toutes mes certitudes volent en éclats. Et d'ailleurs, ça revient sur le débat également sur le temps de travail, etc. En fait, le télétravail fait un peu exploser ça, parce que les salariés peuvent aussi choisir de moduler leur travail un peu plus comme ils veulent. Effectivement, avec des cas, pourquoi pas de cumul d'emploi, etc. Et là, l'employeur, il est sur un contexte de marché du travail très tendu, il n'a pas tellement le choix d'accepter le télétravail, un jour, 2 jours, Oui, 3 jours. sauf que tu vois, ce que racontait Jérôme, c'est-à-dire là où ça va devenir très très compliqué quand même pour les managers et au-dessus pour les patrons. Tu prends il se trouve que hier j'étais avec DevOps, voilà, on va appeler ça comme ça, l'ensemble, donc... Les devs, le gars qui te dit ouais, moi, vous savez, là, à 4 heures, non, parce que je serai sur mon bateau, je vais me mettre sur votre truc à 22 heures, là, on se reparle à 2 heures du matin pour voir si ça vous va. Ouais. Ça va être long, les journées, tu vois. Ouais, ça va être oui, et en même temps, parce que c'était ça qu'il me racontait quand même comme scène. Hein. Ouais, mais on va rentrer de plus en plus, mais je crois que c'est déjà le cas dans pas mal de boîtes qui marchent et avec un management éclairé, on va rentrer de plus en plus dans un management de la confiance. Ouais, ouais. Mais donc, on va faire ce qu'on n'a pas appris à faire dans une organisation taylorisée, issue du 19e, où tu contrôles les temps, où tu fais pointer les gens. Tant que le boulot est fait, après... Voilà. Donc le boulot est fait à telle date. Voilà, le truc qu'il va falloir apprendre à l'encadrement intermédiaire, là je parle en patron, vraiment, on va dire Jérôme il est cynique, etc. Mais ton encadrement intermédiaire, il va falloir lui apprendre à donner cette confiance, mais à la reprendre si jamais elle est trahie. Et en fait, tout le sujet, c'est le passage à l'acte de tu n'as pas été capable d'accepter la main tendue de confiance que je t'ai faite, donc tu ne fais pas l'affaire, et donc dehors. Voilà. Et ça, c'est un acte de management. Enfin bon, c'est un sujet en soi, mais moi c'était la DRH adjointe de Veolia qui m'avait dit ça très très vite quand on sortait de pandémie, qu'on réfléchissait à ces choses-là. Et il y avait la grande phrase, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu sais, tu l'as entendu partout. Ouais. Je suis désolé, et elle a parfaitement raison, c'est un oxymore. Soit tu fais confiance, soit tu contrôles. Oui, mais... Et ce que dit Julie, et je suis tout à fait d'accord, la demande, ce sera une demande de confiance et de full confiance, mon vieux. Tu me fais confiance, point à la ligne. Oui, si les résultats... Oui, mais... Alors, on va pas dire... En enlevant le mot contrôle et disons le mot mesure. Mesure de résultat. Je suis désolé. Oui, d'accord. Tu as des KPI. Bien sûr, tu as des KPI. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il se développe des applications sur lesquelles l'employeur peut savoir ce que fait le salarié sur l'intranet de l'entreprise. Mais ça, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est pas possible. Ça, on s'en fout. Ça va s'exploser. Mais ça, c'est mortifère. Il ne faut pas que ça se développe. Voilà, exactement. Il faut qu'il y ait plus de confiance. Parce que sinon... un mot quand même, Women's Power, Julie, parce que tu voulais... Alors, tiens, c'est encore une statistique, c'est encore un truc un tout petit peu déprimant, là, quand même. Les dernières stats des grandes écoles. T'as vu ça? Ouais, je t'ai envoyé ça, t'as vu ça. Donc, alors, le fond de la stat, c'est que tout va bien pour les hauts diplômés, c'est extra, on retrouve des niveaux de salaire, etc. et tout, mais les discriminations salariales ne bougent pas. Les grandes écoles tentent de sensibiliser les étudiants, hommes et femmes, et d'accompagner ces dernières dans la négociation de leur premier salaire. Il faut transformer le comportement des jeunes filles quand elles arrivent en phase de négociation de leur job, car elles se disent souvent qu'elles doivent d'abord faire leurs preuves. Dit Alice Guillon, patronne de CIEMA. Voilà, qui est à la tête de la conférence des directeurs. Attends, justement, donnons la parole à... Non, mais ça bouge pas et c'est déprimant. Oui, mais c'est de ta faute, c'est de votre faute. Pourquoi? Mais ce que disent, c'est qu'en gros... Alors, oui, d'accord, le mec en profite, en face. Le gars qui va pas donner le même salaire, il en profite. C'est ce que je voulais dire. Mais... Moi, je peux dire que quand tu négocies, tu es une femme, tu négocies avec un client, moi, ça m'arrive aujourd'hui, je peux te dire qu'un mec ne va pas du tout négocier avec une femme comme... À un moment, tu vas avoir un... Oui, mais... Tu vois, quand même, tu peux faire un effort ou tu peux. Ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, j'ai suffisamment négocié de contrats. Non, mais sois clair, Julie, je comprends pas. Qui va te dire à un moment tu peux faire un effort? Ton client. Ton client va te demander un effort qu'il n'aurait jamais demandé parce que. Tu veux dire qu'il va te la jouer à l'affectif? Deux hommes qui négocient ensemble, il va te le jouer à l'affectif. Voilà, deux hommes qui négocient ensemble, à un moment, c'est ton orgueil est plus fort. Mais vis-à-vis d'une femme, il va tenter. Ça arrive très souvent. Et je pense qu'effectivement, quand tu as cette faiblesse-là au départ de dire est-ce qu'il faut d'abord que je fasse mes preuves quand on te propose une promotion, tu te dis bah non, mais il faut quand même, est-ce que je vais y arriver, etc. Et que tu as été, que tu as grandi dans ce système-là, c'est hyper compliqué de changer ces biais-là. Et moi, j'avais fait chez mon ancien employeur, qui était un grand groupe de communication que je ne citerai pas, on avait eu accès aux écarts de salaire, puisqu'il voulait qu'on fasse une initiative Woman, etc. Je dis très bien, groupe de com, donc 60% de femmes. Quand tu recrutais des jeunes diplômés, les salaires étaient à peu près équivalents, comme tu recrutais quand même beaucoup de femmes. Bon,
tu sortais de l'école, salaire équivalent. Le deuxième job, genre à 30 ans, le marché te renvoie une différence de 25%. C'est-à-dire les filles demandent 25% de moins que les hommes. À 30 ans. À 30 ans. Donc là, c'est pas des questions de carrière interrompue, de t'as eu 3 gosses, de choses comme ça. Tu vois, non. C'est le mindset. Tu es déjà dans le mindset elles demandent 25% de moins. Donc si tu les recrutes et que ça se passe bien, au moins tu sais que tu les augmentes en année 1 fortement, ce que personne ne fait. Dans les cercles de management, tu as 35% d'écart de salaire. Et là, tu es vraiment dans la gestion des agences de com, etc. Donc, tu vois, c'est absurde, quoi. Et ce groupe-là, en l'occurrence, c'est il y a quelques années. Quand on leur a dit, on était 4 filles en disant on vous fait le programme pour changer ça, ils ont repris le contrôle gentiment et puis ils nous ont jamais laissé faire, on est toutes parties. C'est ça, t'es parti. Ouais. Moi, pendant des années, j'ai tourné dans des clubs d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour leur dire sur les REM, conseils, comment structurer sa structure de REM, etc. Et faites gaffe, toujours le message, faites gaffe aux écarts hommes-femmes, vérifiez vos grilles et tout. Puis un jour, je suis rentré au bureau. Et puis à l'époque, j'avais 4 commerciaux. T'as regardé chez toi. 2 gars, 2 filles. Je me suis dit, il faudrait quand même que je regarde. Et là, je me suis rassuré en me disant, mais c'est pas de ta faute. En fait, tu as importé une discrimination qui avait été faite par d'autres. Et donc, tout le monde avait eu l'impression, et moi le premier, de bonne foi, embaucher les gens en leur faisant faire un bon, tu vois, pour qu'ils viennent. Mais j'avais quand même des filles qui étaient payées 30 000 balles, 20 000 balles de moins que les gars. Voilà. Et donc, j'ai allé voir les gars et j'ai dit, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais en fait, on va d'abord rattraper les filles. Alors, il se trouve que moi, il y avait quelque chose de remarquable donc chez Next Radio TV, là où je travaillais avant. Donc, je dirigeais, moi, la filiale BFM Business. Bon, mais tu diriges une filiale. Donc, on te donne finalement un volant d'augmentation, avec en plus des règles, alors qui sont discutables, mais qui sont intéressantes. Il fallait qu'il y ait au moins 40% de tes effectifs qui soient augmentés. Tu ne pouvais pas tout mettre sur 3 gars. Il fallait qu'il y ait au moins 40% de tes effectifs qui soient augmentés. Bon, tu avais ça. Et une fois que tu avais distribué ça, tu avais une enveloppe spécifique de réduction des écarts de salaire homme-femme. Et je peux te dire que tu allais puiser dedans, parce qu'en fait, ça t'augmentait l'ensemble de ton volet, mais tu allais les chercher partout. Parce que nous, journalisme, etc., je dois dire qu'ils sont quand même compliqués à trouver, les écarts de salaire homme-femme. Là, pour le coup, les nanas qui, sans doute aussi, c'est dû à une profession où il faut mettre le pied dans la porte, donc elles mettent le pied dans la porte, donc je pense que les écarts de salaire sont pas énormes. Mais tu allais les chercher absolument partout pour aller gratter un peu de ce pognon qui était à ta disposition, toi, en tant que patron de filiale, et que tu voulais surtout pas renvoyer dans la maison mère. Donc c'est un très très bon dispositif. Oui, le seul débat après, c'est est-ce qu'il faudra passer encore une fois par la loi ou pas. Et ça rappelle la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Alors on peut imaginer plein de choses. Le problème des lois. Je l'ai oublié, celle-là, c'est quoi la proposition? C'est une proposition de dire, puisque ça n'avance pas, en tout cas que le changement n'est pas suffisamment rapide, on décrète une loi avec un système d'amende en fait pour les entreprises où il y aurait un écart. Oui, mais ça, elle existe, les amendes. Donc on n'a pas le temps d'en parler, mais Google paye combien? 186 millions d'euros là pour des écarts de salaire hommes-femmes. Donc voilà, est-ce que c'est. Mais bon, en même temps, c'est difficile à appliquer dans les entreprises, même dans les PME, etc. C'est quelque chose qui est. Et puis même pour les femmes, de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son employeur. Pour, je sais pas, aller porter plainte pour une discrimination, c'est quelque chose qui est difficile. Donc là, effectivement, c'est 118 millions de dollars, voilà, très exactement, pour 15 500 femmes ayant traversé à des postes divers chez Google depuis 2013, sur des faits donc relatifs à des discriminations en termes de salaire et d'avancement. Même chez Google, du coup. C'est-à-dire que c'est pas la même chez Google, mais ils payent 118 millions de dollars. Est-ce que... tu vois. Merci, chers amis. Voilà, tour de l'actualité. Demain, évidemment, Aurélie Planex. Et puis nous, on se retrouve lundi.